Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc effectivement, l'étude que je vais vous présenter a été réalisée donc avec ma collègue Marjorie Pirette et porte sur les usages des logiciels de gestion en EHPAD et les conséquences psychosociales pour les soignants. Donc c'est une recherche en cours. Donc aujourd'hui, effectivement, on va évoquer des résultats plutôt descriptifs qui doivent viser à illustrer la manière dont les logiciels sont utilisés dans les EHPAD et les conséquences que ça peut avoir de façon plutôt en termes de contraintes ou plutôt en termes de ressources psychosociales. Alors, en matière de sujets actuels dans le champ de la prévention des risques psychosociaux actuellement, on a donc la question des transformations numériques des activités et des effets pour la santé. Alors, on sait que l'introduction d'outils numériques dans les activités de travail, ça va modifier en fait les activités de travail. Et c'est par le biais de ces modifications que ces outils numériques vont pouvoir être à l'origine de ressources psychosociales ou de contraintes psychosociales qui vont donc ensuite participer à modérer ou au contraire à engendrer le risque donc pour la santé des professionnels. Alors on a quand même un certain nombre d'études dans différents contextes professionnels qui mettent en évidence que l'introduction des outils numériques va pouvoir participer à générer une intensification du travail qui peut être quantitative, c'est-à-dire qu'on va augmenter par exemple la charge de travail, le rythme de travail, la cadence de travail, ou qui peut être qualitative, c'est-à-dire qu'on va participer à augmenter la complexité du travail, la charge cognitive, la nécessité de se concentrer, etc. On a aussi des études qui vont montrer que l'introduction d'outils numériques, encore une fois par le biais des transformations de l'activité, va pouvoir participer soit à renforcer, soit à dégrader les fonctionnements du collectif, en jouant sur la possibilité de communiquer, en jouant sur la possibilité de mettre en place de l'entraide ou des collaborations. Et puis, on a enfin des études qui vont aussi mettre en évidence que l'introduction de ces outils numériques peuvent participer à dégrader le sens du travail, qu'on a évoqué ce matin, ou peuvent participer à restreindre l'autonomie que trouvent les professionnels dans la réalisation de leur travail. Alors aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, vous le savez aussi bien que moi, sont concernés par cette digitalisation, cette numérisation, y compris le secteur de la santé, avec une accélération de la diffusion du numérique qui se décline jusqu'au niveau des établissements médico-sociaux et notamment jusqu'aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, donc les EHPAD, qui constituent en fait le lieu de réalisation de cette étude. Alors bien sûr, l'utilisation d'outils numériques ne va pas être la seule caractéristique des situations de travail qui peut participer au risque à la survenue de risques psychosociaux dans les EHPAD, mais c'en est une qui va s'articuler et se combiner avec les autres et qui va participer à une exposition globale. Donc si on veut être dans le cadre d'une approche globale, il faut aussi aller pouvoir investiguer les effets de l'introduction de ces outils numériques sur les activités de travail et la santé des professionnels. Pardon. Alors, parmi les solutions numériques ou digitales qui sont en augmentation dans les EHPAD et dont on cherche actuellement à augmenter la diffusion, on va retrouver des logiciels de gestion qui sont donc des solutions logicielles métiers dédiées aux EHPAD et qui vont regrouper dans une seule et même base de données l'ensemble des processus de prise en charge du résident. Ces logiciels, ils vont être proposés par un certain nombre d'éditeurs ou de start-up. On a aussi certains EHPAD qui vont développer leurs propres solutions en interne. Et ces solutions vont être proposées sur des ordinateurs, donc plutôt de façon fixe, ou sur des outils mobiles qui vont être mis à disposition des professionnels. Avant, on avait des systèmes de Zapet, par exemple, qui sont des solutions de pointage. Et de plus en plus souvent, maintenant, on met à disposition des soignants des tablettes. Alors, à quoi ils servent ces logiciels ? Ces logiciels, ils doivent permettre, notamment pour la partie soins, qui en fait est une informatisation du dossier résident, de pouvoir permettre aux soignants et notamment aux aides-soignants et aux infirmiers qui accompagnent les actes de la vie quotidienne et qui dispensent également les soins de santé, d'avoir accès à un ensemble d'informations qui vont être regroupées au même endroit, liées au dossier médical, au projet de vie, au plan de soins ou même des informations administratives. Ils vont permettre également d'avoir accès à la planification des soins. Ils vont permettre aux soignants d'assurer la traçabilité de leurs activités. La traçabilité va se faire de différentes manières, soit en signant les soins qui ont été réalisés, c'est un système de cochage, de validation, le soin a été fait, donc on suit le plan de soins, soit en transmettant ce qu'on appelle les transmissions écrites, ciblées ou narratives, qui vont cibler une modification de l'état de santé, une modification du comportement, et qui doivent donc alerter sur une situation et pouvoir donner derrière lieu à une action particulière.
Et puis, ces logiciels, ils sont censés également permettre aux professionnels de pouvoir échanger et communiquer entre eux. Alors en fait, les enjeux qui sont recherchés par le déploiement de telles solutions logicielles, ils sont considérables. C'est à la fois favoriser la coordination du parcours de soins du résident, alors à l'échelle de l'établissement, mais également à l'extérieur de l'établissement avec le milieu sanitaire. C'est également sécuriser les soins. Et c'est aussi pouvoir disposer de données qui vont permettre ensuite de pouvoir facilement outiller et piloter le secteur. Mais en fait, les conséquences de l'introduction de ces solutions à logiciels dans les EHPAD, ils sont donc surtout envisagées du point de vue de l'amélioration de la qualité de prise en charge, de l'amélioration du parcours de soins du résident, ou du point de vue du pilotage du secteur, mais un peu moins du point de vue de la manière dont les utilisateurs vont réellement appréhender les solutions et vont réellement les mettre en œuvre, et du point de vue des impacts que ça peut avoir dans la réalisation de leur activité, qui reste quand même une activité d'accompagnement aux actes de la vie quotidienne ou une activité de soins. Alors c'est en fait dans un contexte de questionnement en provenance d'établissements qu'on a d'ailleurs mis en place cette étude. Alors cette étude, elle a pour objectif en fait d'aller analyser les usages concrets, donc les usages réels de ces logiciels dans l'activité de professionnels. Alors, on a choisi d'aller analyser les usages des aides-soignants, des infirmiers et des infirmiers coordinateurs d'EHPAD privés, de façon à pouvoir identifier quelles sont les contraintes et les ressources psychosociales qui sont en lien avec ces usages. Et en termes de contraintes ressources, on a donc ciblé l'intensité du travail, quantitative et qualitative, les rapports sociaux, donc les relations entre les professionnels, le sens de travail et l'autonomie. L'objectif d'une telle étude, ce n'est pas seulement de décrire quels sont les usages et quelles sont les contraintes ou les ressources, c'est de pouvoir derrière remonter sur les caractéristiques des situations de travail, notamment en matière d'organisation du travail, qui vont nous permettre d'avoir des pistes de transformation pour pouvoir derrière réduire les contraintes psychosociales dans la réalisation des activités. Alors, pour ce faire, donc, on a mis en place une méthodologie qui articule en fait une approche qualitative et une approche quantitative. Donc l'approche qualitative, c'est ce qu'on va mettre en place en premier lieu. C'est en fait une analyse fine d'un faible nombre de cas qui va nous permettre de mettre en évidence des éléments qu'on n'aurait pas su quantifier a priori. Donc dans cette phase qualitative, on a réalisé des entretiens téléphoniques avec 7 aides-soignants, 8 infirmiers, 7 infirmiers coordinateurs, donc d'EHPAD privés, de manière à pouvoir identifier quels sont les usages et quelles sont les ressources et les contraintes qui sont associées aux usages et pouvoir commencer à les mettre en lien avec des caractéristiques des situations de travail. On a complété ces entretiens téléphoniques par des études de cas en situation réelle. Alors là, on va dans des EHPAD. Pour l'instant, on en a visité 2. Et on fait des observations, des usages des logiciels. Alors, pas uniquement des usages, mais des usages des logiciels dans l'activité de soins. Donc, on fait des observations longues sur la durée du poste dans sa globalité, jour et nuit. Et on regarde comment, dans l'activité de soins, se réalisent ces usages des logiciels et quelles conséquences ça a pour les soignants. On réalise ces observations sur les 3 mêmes catégories, donc aide-soignant, infirmier, infirmier coordinateur. Et on complète par des entretiens avec le directeur, le médecin coordinateur, la psychologue, des kinésithérapeutes éventuellement, etc. Donc on a pu faire ça aujourd'hui dans 2 EHPAD et un troisième établissement est à venir. L'objectif, c'est de pouvoir diffuser d'hypothèses de travail suffisamment valides et surtout suffisamment fines, parce que issues donc de l'observation des situations réelles et des échanges avec les professionnels, pour pouvoir élaborer et diffuser un questionnaire sur le territoire national, auprès des EHPAD privés sur le territoire national, de manière à tester les théories sur un plus grand nombre et à pouvoir généraliser un certain nombre de résultats. Alors, comment on a analysé les usages? On les a analysés en tenant compte de 5 caractéristiques. D'abord, les motifs qui sont sous-jacents à l'utilisation des logiciels. Le lieu d'utilisation des logiciels, en fonction qu'on ait des usages fixes ou mobiles. Donc, ça peut être des salles de soins, ça peut être le couloir, ça peut être des espaces communs. On a regardé les outils et les interfaces qui étaient utilisés. Est-ce qu'on utilise une version fixe sur un ordinateur? Est-ce qu'on utilise un logiciel optimisé pour la mobilité sur une tablette, par exemple? Aujourd'hui, je me focaliserai uniquement sur les tablettes et pas sur les iPads qu'on a très peu rencontrés. On regarde également si les usages sont individuels ou collectifs. Et puis, on regarde la temporalité d'usage. Dans la temporalité d'usage, on regarde à la fois la durée totale, mais aussi l'occurrence de recours au logiciel, parce que ce n'est pas la même chose de l'utiliser une fois 20 minutes que de l'utiliser 50 fois 1 minute, par exemple.
Et puis on regarde également si cette temporalité, elle se fait différer par rapport à la réalisation des soins, ou si elle se fait en temps réel, entre guillemets, c'est-à-dire juste après la réalisation du soin. Donc quelques résultats descriptifs basés sur les soignants qu'on a pu rencontrer, avec lesquels on a pu faire des observations de l'activité. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait classer. Alors, bien sûr, il y a des nuances derrière. Hein, c'est pour pouvoir faire des regroupements et en tirer ensuite des analyses. On pouvait classer les soignants dans deux configurations principales. Des soignants qui vont utiliser plutôt les logiciels de soins en temps différé, c'est-à-dire qu'ils vont le faire différer par rapport à la réalisation des soins à certains moments donc, de l'activité, assis en salle commune, donc au calme, à distance des résidents, de façon individuelle, mais volontiers entourés par les collègues parce qu'on est à distance des résidents, et puis de préférence avec une tablette et complétée éventuellement par l'utilisation d'un ordinateur. Et puis, on a une autre catégorie de soignants qui vont combiner cet usage en différé et un usage en temps réel. Donc là, on va utiliser des logiciels de soins au fur et à mesure de l'activité, avant ou à l'issue du soin. Ça va se réaliser plutôt debout dans les couloirs, de façon individuelle et en utilisant un outil mobile, en l'occurrence ici une tablette. Alors, ce qui va amener les soignants à se placer dans l'une ou l'autre de ces configurations, bon, vous en doutez, hein, les facteurs vont être nombreux. Ça peut être à la fois le prescrit, hein, ce qu'on leur demande en amont. Ça peut être également le matériel qu'on leur met à disposition. Ça peut être le type de tâches qu'ils doivent réaliser. Mais c'est aussi une volonté d'anticiper ou de réguler les difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, les soignants vont aussi choisir la configuration dans laquelle ils se placent ou switcher entre les deux, hein, pour ceux qui combinent deux types d'usage, de façon à anticiper des difficultés qu'ils connaissent ou de façon à réguler des difficultés qu'ils vont rencontrer dans l'utilisation des logiciels de soins. Alors, je vais vous illustrer la manière dont l'intensité du travail peut être influencée lorsqu'on utilise les logiciels de soins. Alors déjà, on a noté quand même que le logiciel, il était perçu comme un facteur de performance et plutôt un facilitateur, hein, en permettant un accès instantané à un ensemble de données qui vont être regroupées au même endroit et qui vont permettre d'améliorer la prise en charge des résidents et qui vont jouer également un rôle de rappel ou de focalisation cognitive via des systèmes d'alerte. Hein. Le logiciel va aussi envoyer des systèmes d'alerte aux soignants pour qu'ils puissent ajuster leur prise en charge. Donc ce système de focalisation et le fait d'avoir accès à un ensemble de données regroupées au même endroit va être utile notamment au moment de la prise en charge d'un nouveau résident, au moment de l'intégration d'un nouveau soignant ou au moment du retour de l'activité après avoir été en congé quelques jours par exemple. Donc de ce point de vue-là, les logiciels vont être perçus comme leur permettant à la fois de gagner du temps et en même temps de mettre en place une focalisation cognitive. Cependant, tous, de façon assez marquée, vont également exprimer, et quels que soient les logiciels, puisqu'il en existe un certain nombre, je vous l'ai dit, l'expression d'une intensification qualitative qui va prendre la forme d'une complexité. Cette complexité, elle est liée essentiellement à des questions d'ergonomie des interfaces des logiciels et qui vont inclure, selon les cas, soit des arborescences très longues et très complexes. Vous avez par exemple un verbatim d'une aide-soignante qui dit « Il faut passer par plein d'étapes pour avoir ce qu'on veut en fait, ne serait-ce que pour rentrer le poids, il faut cliquer sur plusieurs trucs et les temps que ça rentre en tête et tout, il faut répéter, répéter, répéter. Donc il y a vraiment des difficultés qui sont en lien avec des arborescences longues, complexes, qui nécessitent du temps pour l'appropriation. On a aussi dans ces questions d'ergonomie des interfaces des logiciels, des questions d'interface qui peuvent être surchargées, notamment lorsqu'on utilise un outil mobile de type tablette. Ou alors au contraire, on a des interfaces qui ont été allégées, dans un objectif d'améliorer l'ergonomie des interfaces, mais qui ont été allégées au détriment des informations qui sont utiles aux soignants. Et c'est notamment le cas, donc là encore, pour l'utilisation des outils nomades. Par exemple, quand vous utilisez une tablette et que vous avez un indicateur à scorer, le risque d'escar, par exemple, vous avez un certain nombre de catégories qui sont associées avec un chiffre qui est associé à des critères et une légende. Sur les systèmes mobiles, sur certaines solutions logicielles, vous n'avez pas la légende. Donc ça peut placer les soignants en difficulté et ça explique d'ailleurs que dans nos observations, un certain nombre de soignants qui utilisaient ou qui utilisent de façon habituelle la tablette dans la réalisation de leur activité vont décider à un moment donné de switcher et d'aller utiliser l'ordinateur pour pouvoir retrouver une interface qui va être plus facile à appréhender et à mettre en œuvre.
Donc ça, c'est une chose, le fait qu'on ait donc des effets positifs, des questions de complexité en matière d'intensité qualitative. Mais si on veut aller encore un petit peu plus loin sur les effets qu'on peut avoir en matière d'intensité lors de l'usage des logiciels, il faut regarder l'intensité du travail en fonction de la temporalité d'usage des logiciels. En fait, les soignants qui utilisent le logiciel de façon différée par rapport aux soins, ils vont utiliser le logiciel soit en fin de journée, soit en fin de demi-journée, soit en fin d'une période, donc d'une tournée, la tournée de la toilette ou la tournée d'administration des médicaments. En tout cas, ils vont choisir l'utilisation du logiciel et adapter les temps d'usage du logiciel au décours temporel de la journée. On observe qu'en moyenne, ils vont l'utiliser 2 à 6 fois dans la journée. Il vous reste 10 minutes. Merci. Donc ce sont des soignants qui vont percevoir le temps d'usage finalement du logiciel comme une rupture dans la cadence effrénée. C'est plutôt mis en évidence comme une pause physique en comparaison au rythme de l'activité des soignants qui par ailleurs est plutôt intensive. Ils vont aussi évoquer le temps de transmission de fin de journée. En fait, dans les soignants qu'on a rencontrés, il y a généralement un temps de transmission de fin de journée d'environ 30 minutes. Ils vont l'évoquer comme une marge de manœuvre temporelle qui, s'ils ont pu anticiper la transmission au fur et à mesure de la journée, va leur permettre d'utiliser cet espace-temps pour pouvoir réaliser autre chose. Dans le pire des cas, en cas de problème, le temps de transmission va être raccourci pour pouvoir privilégier l'activité de soins. Donc ce sont des soignants en fait qui vont évoquer assez peu d'intensification quantitatives qui sont liées à l'usage du logiciel, mais qui par contre vont évoquer des difficultés de mémorisation. Donc ils vont essayer de pallier à ces difficultés de mémorisation, soit en prenant des notes, soit en ayant recours au collectif lorsqu'ils sont plusieurs à gérer des situations. Maintenant, si je compare à des soignants qui utilisent le logiciel plutôt en temps réel, c'est-à-dire à l'issue de chaque soin ou observation d'un comportement, alors là, l'usage en temps réel, en fait, il va répondre aux difficultés de mémorisation. Ces soignants, ils n'évoquent pas de difficultés de mémorisation. Mais en parallèle, ils ont des usages qui vont être très courts à l'issue de chaque soin, mais répétés de nombreuses fois, ce qui va se traduire par un sentiment d'interruption dans la réalisation de l'activité. Ils vont avoir le sentiment en fait, de switcher systématiquement entre l'activité de soins et l'activité plus informatique. Si on allonge ces temps de soins, certes très courts, mais répétés ces temps d'usage du logiciel très court mais répété au temps des soins, on allonge de fait la durée de la tournée, ce qui va décaler en fait la fin de la tournée en comparaison d'un soignant qui trace en différé. Et ce décalage des temps va renvoyer le sentiment au soignant qu'il n'existe plus de marge de manœuvre temporelle en fin de journée. Par rapport aux rapports sociaux, alors d'abord, il faut souligner que le logiciel, il est quand même majoritairement perçu comme pouvant être utile à la médiation du collectif parce qu'il va faciliter la possibilité de partager des informations et la facilité de communication. Dans nos observations, pour l'instant, et les entretiens, on voit que selon les soignants interrogés, l'informatisation des transmissions n'a pas réduit le temps de transmission orale, qui au contraire peuvent être utilisés à un vrai échange sur des questions pluridisciplinaires ou à régler des problèmes plutôt qu'à faire du reporting ou du comptage d'activités. Mais en parallèle, on a observé également que les usages des logiciels, ils pouvaient être vecteurs ou sources de tension au sein des équipes. Une première source de tension, c'est lié à la répercussion des différentes temporalités d'usage sur les activités collectives. En fait, si on n'articule pas les temps d'usage du logiciel entre les soignants qui l'utilisent en différé ou en réel, ça va pouvoir se répercuter sur l'activité d'autres soignants dans un contexte où la prise en charge de résidents est collective. Alors, je vous ai mis un verbatim d'un infirmier qui fait une traçabilité, une utilisation du logiciel en temps réel et qui, à un moment donné, va interrompre l'utilisation du logiciel sous la pression des collègues et de soignantes qui attendent après lui qu'il ait terminé ses soins pour pouvoir descendre les résidents en salle à manger. Donc il va dire ce sont les interruptions qui empêchent de signer en temps réel, c'est la pression des filles qui viennent pour que je mette les bandes. Alors c'est bon pour Madame M, c'est bon pour Monsieur, alors pour jouer la coordination, je mets les bandes, je fais les soins et je note après. Une autre cause de tension au sein des équipes, c'est plutôt des questions de dépendance organisationnelle qui vont s'instaurer entre les acteurs dans l'usage du logiciel. En fait, pour que les usages du logiciel à l'échelle individuelle se fonctionnent bien, il faut que chaque acteur joue le jeu. Or, l'informatisation des données de santé, elle est très encadrée. Donc, tous les acteurs n'ont pas accès aux mêmes droits.
Si je le dis simplement, pour que l'aide-soignante puisse cocher et valider un soin à un moment donné, il faut que le soin ait été rentré en amont par une personne référente du plan de soins, qui peut avoir différents types de fonctions d'ailleurs, et il faut qu'en amont, la prescription médicale, s'il y en a une en tout cas, si ça concerne le soin concerné, soit également rentrée par un médecin. Donc vous voyez bien que la moindre rupture dans la chaîne va entraîner des difficultés à tous les niveaux. Or, on sait que tous les soignants dans les EHPAD, quelle que soit leur fonction, sont concernés par des difficultés de gestion du temps. Sur la question du sens, maintenant, là encore, on a des résultats un peu paradoxaux. Donc, les logiciels, en fait, ils vont quand même être perçus majoritairement comme étant tournés vers l'amélioration de la prise en charge de résidents, mais aussi la sécurisation du parcours de soins. Donc, ils vont être quand même porteurs de sens et on a un discours relativement partagé sur l'intérêt de disposer de cet outil. Il est aussi également perçu comme un outil qui va être très utile à la protection des soignants en cas de conflit avec les familles, parce qu'il va faire valeur de preuve pour pouvoir discuter et régler les litiges avec la hiérarchie ou avec les familles principalement. Mais on observe ensuite des nuances et des impacts des usages du logiciel sur le sens de travail qui d'ailleurs peuvent être différentes en fonction du métier. Pour ce qui concerne le sens de travail des aides-soignants, ce qu'on retrouve, c'est parfois un sentiment de travail inutile qui est associé à la traçabilité systématique de certains soins. Par exemple, le fait de devoir tracer systématiquement si j'ai fait la toilette ou pas, c'est perçu comme une activité inutile parce que ça n'est pas porteur de sens du point de vue de la prise en charge du résident. Ça explique aussi dans nos résultats que certains aides-soignants vont décider de contourner la règle et de ne plus tracer que ce qui fait du sens pour eux. Donc ils ne vont plus cocher la réalisation de la toilette par exemple, mais ils vont simplement mettre une transmission ciblée ou narrative pour observer un fait particulier qui a eu lieu au cours de cette toilette. Évidemment, ce faisant, ils retrouvent du sens, mais ils ne sont plus en conformité que les attendus. Alors ça peut se faire sous l'effet d'une tolérance des infirmières coordinatrices notamment, mais ça peut quand même du coup être en défaveur de l'évaluation statistique de l'usage du logiciel qui vérifie quand même derrière si on a bien 100% des soins planifiés qui ont été validés. Pardon, je vais commencer par le carré à droite. En ce qui concerne les infirmières, c'est différent. Alors là, on a vraiment le fait d'utiliser le logiciel, de vérifier les informations, de tracer l'activité est porteur de sens du point de vue des activités qui sont réalisées, mais elles expriment plutôt un sentiment de qualité empêché, c'est-à-dire qu'elles vont dire « bah oui, c'est essentiel, mais je ne parviens pas à le faire. Je ne parviens pas à le faire parce que je manque de soutien organisationnel à différents niveaux. » Elles évoquent des questions de formation. Et on voit que les formations, effectivement, sont très disparates et sont assez peu développées pour les aides-soignantes et les infirmières. Il y en a davantage pour les infirmières coordinatrices. Elles évoquent des questions de temps, elles évoquent des questions de conditions matérielles, ou elles évoquent encore ce que je vous disais avant, c'est-à-dire le fait que parfois, il manque simplement les informations pour pouvoir réaliser mon activité correctement au sein du logiciel. Donc on a par exemple une IDE ici qui dit, d'infirmière, excusez-moi, qui dit « Je ne comprends pas qu'on ne prévoit pas de formation. Il y a une formation incendie obligatoire, on ne nous l'a pas loupé celle-là. Le logiciel, ça me semblerait évident qu'on ait au moins une demi-journée par entre deux portes pendant 10 minutes. » Et puis pour compléter la question du sens, alors c'est moins marqué, mais pour le moment, on a quand même certains soignants qui s'émeuvent quand même de ce qu'on va faire, des indicateurs qui sont fournis par ce logiciel, parce qu'ils vont mettre en évidence la plupart du temps des activités qui ne sont pas au cœur du sens que les soignants placent dans leur activité. Notamment, ça invisibilise, on sait, toutes les activités relationnelles. Donc on a là aussi le témoignage d'une infirmière qui dit au final il y a quelque chose qui n'est pas si mal dans l'usage du logiciel, mais l'usage qu'on en fait derrière et la façon dont on le détourne, moi c'est ça qui me tracasse. Et puis oui, ça retire de l'humain. Donc on voit que les logiciels de soins sont à l'origine de contraintes ou de ressources psychosociales, mais en fonction des usages qui sont mis en place, et que ça amène à interroger une diversité des caractéristiques des situations de travail pour pouvoir prévenir les risques psychosociaux. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui les résultats ils ne sont ni exhaustifs ni généralisables, ça traduit simplement des réalités qu'on a pu recueillir, et il faudra bien sûr derrière chercher à étoffer, généraliser et aller plus loin sur les liens entre les usages, les caractéristiques des situations de travail et les effets pour la santé. Bon, on peut néanmoins, comme on est quand même dans un congrès qui porte sur la prévention, on peut néanmoins évoquer un certain nombre de conditions qui seraient à transformer pour espérer avoir des usages des logiciels qui soient pourvoyeurs de ressources psychosociales.
Alors ça demande bien sûr un soutien organisationnel au moment de l'introduction, puis ensuite un accompagnement aux usages de ces logiciels de soins, qui doit passer à la fois par l'amélioration des logiciels, des solutions logicielles, mais aussi par des conditions matérielles, temporelles, en termes de formation et organisationnelles, qui vont permettre de soutenir les usages. Et je crois que chacune de ces conditions, elle doit être évaluée en fonction des usages que l'on veut promouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a quand même le sentiment dans les résultats que la question des usages mobiles, ils sont quand même largement sous-estimés dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des représentations du type « pas besoin de formation en tablette, c'est très intuitif » et les jeunes savent faire. Pas besoin de rajouter du temps pour la traçabilité en temps réel, ça prend 2 secondes. Oui, ça prend 2 secondes, mais c'est répété 100 fois dans la journée. Donc on a quand même un accompagnement, peut-être particulièrement pour les usages mobiles, qui a été moins pensé. De manière un peu plus précise, donc ça demande peut-être d'avoir une vigilance sur les caractéristiques du logiciel avec encore des améliorations apportées en matière de fiabilité ou d'ergonomie pour avoir des compromis entre l'ergonomie des interfaces mais aussi le sens qu'y trouvent les professionnels. De mettre en place des conditions matérielles qui soutiennent ces usages et là encore ça peut paraître très classique mais quand on met en place des usages mobiles, il faut penser au système de transport des tablettes et puis il faut penser aussi que quand on met à disposition des tablettes aux soignants de jour en pensant que les soignants de nuit vont les utiliser, elles risquent d'être déchargées en fin de journée et donc non disponibles tout de suite. Donc il y a encore un accompagnement matériel à apporter. Ça passe également par des conditions temporelles. Alors, la question du temps en EHPAD, on le sait, elle est complexe. À minima, c'est l'octroi du temps nécessaire pour utiliser le logiciel en se basant sur une estimation réelle, du temps réel demandé pour utiliser ces usages. Et c'est l'articulation des usages différés et en temps réel à l'échelle des individus pour que ça ne se répercute pas derrière sur l'activité collective, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi l'octroi de ressources temporelles suffisantes pour éviter que les soignants utilisent le temps de transmission comme une marge de manœuvre temporelle. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans les EHPAD, la première variable d'ajustement quand on manque de temps, c'est la transmission des informations. Il faut penser également la formation, alors à la traçabilité d'abord, aux outils, aux différentes versions du logiciel. On l'a dit, l'intérêt de ne pas sous-estimer également les formations aux versions mobiles, sachant que les versions mobiles et les versions fixes des logiciels peuvent différer. Et puis un accompagnement sur le plan de l'organisation collective au changement de la participation. À minima, partager à l'échelle de l'établissement des soignants et quel que soit le métier, en prenant en compte l'ensemble des métiers, les rôles qu'on donne au logiciel, le sens qu'on donne aux indicateurs, les besoins, les difficultés, pour qu'elles puissent être portées ensuite par les décideurs jusqu'à des instances stratégiques et politiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Cuny. Fin de ce travail prévu pour quand? Alors, fin 2024. Diffusion du questionnaire, fin d'année, fin 2024. Donc, question dans la salle, comme d'habitude, vous levez la main. Quelques petites questions qui sont arrivées sur la plateforme. Question d'Aurélien Poirier. S'agit-il d'outils logiciels métiers déployés clé en main? Ou alors avez-vous rencontré des structures qui ont déployé un outil logiciel métier issu d'une réflexion autour du besoin des équipes via un cahier des charges lié à leur propre organisation? Alors, malheureusement, pour le moment, pour ce qui concerne les entretiens et les observations qu'on a pu faire, ce sont des solutions effectivement clés en main, donc qui comptent d'ailleurs parmi les solutions les plus diffusées dans les EHPAD privés. Donc, ce sont des éditeurs. On espère, notamment dans le cadre du déploiement du questionnaire qui va être beaucoup plus large, pouvoir toucher également des structures qui vont avoir des systèmes qui puissent être davantage développés en lien avec les équipes de travail qui les utilisent. Question de Charles-Éric Franck. Les usages sont-ils également analysés du point de vue des professionnels autres que les utilisateurs directs, c'est-à-dire ceux qui les exploitent, utilisent éventuellement des données enregistrées? Mais ce sont les mêmes, non? Puisque c'est un passage... Ce sont les mêmes, ceux qui remplissent et ceux qui exploitent. Alors non, pas nécessairement. Ceux qui exploitent dans l'étude, aujourd'hui, j'ai vraiment focalisé sur l'activité des aides-soignants, des infirmiers. Je ne l'ai pas précisé, en introduction. Donc, ce sont plutôt ceux qui les utilisent. Ceux qui vont exploiter les indicateurs, ils vont être à différents niveaux. Le premier niveau, c'est quand même les infirmières coordinatrices. Donc, elles font partie de l'étude. On a analysé également leur activité. On a également mené des entretiens avec elles. Donc, ça fait partie des résultats à leur niveau. Mais ce sont des résultats qu'on n'a pas présentés aujourd'hui parce qu'on ne les a pas encore dépouillés dans leur globalité. Ensuite, il y a d'autres niveaux d'acteurs qui vont utiliser ces indicateurs. À l'échelle de l'établissement, ça peut être tout simplement les chefs d'établissement. Et puis ensuite, à l'extérieur, ça peut être les groupes.
qui collectent d'ailleurs de façon mensuelle, par exemple, un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir s'assurer de la réalisation des activités, voire en amont les ARS. Donc en fait, il y a tout un niveau d'acteurs du niveau micro au niveau macro qui sont susceptibles d'utiliser ces indicateurs et qu'on n'a pas analysé en tant que tel dans l'étude, si ce n'est le niveau des infirmières diplômées d'État coordinatrices. Monsieur, question rapide, je vous laisse vous présenter, vous levez. Romain Descourrières, je suis consultant chez Therius. Alors déjà, merci beaucoup pour votre démonstration que j'ai trouvée extrêmement claire et limpide. Je voudrais juste parler d'un petit témoignage que j'ai eu il n'y a pas longtemps parce que ça allait un petit peu justement à contre-courant de ce que vous dites, mais j'aimerais avoir votre avis. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps un diagnostic des risques psychosociaux dans un EHPAD en région parisienne et il se trouve que, et c'était extérieur à mon diagnostic, qu'il y avait un problème justement sur la traçabilité des informations et sur la transmission, notamment avec cette organisation entre équipe contre équipe et puis l'équipe de nuit. Et justement, le logiciel qui avait été mis en place devait servir à pallier ça, notamment parce que les soignants se rendaient compte qu'ils se trouvaient parfois démunis face à des questions des familles sur est-ce que mon parent a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé, et c'était le genre d'informations qui pourraient être mises dans ce logiciel, puisque ce n'est pas dans les transmissions. Donc déjà, ma première question, c'est est-ce que tout est à jeter dans ce genre de logiciel et puis, la deuxième partie de ma question, mais vous avez déjà répondu, c'est quelles sont les précautions à prendre pour faire en sorte que, justement, on ne tombe pas dans les risques. Mais je pense que votre dernière slide était très claire sur le sujet. Merci. La première question mérite vraiment d'être posée. Oui, alors je suis absolument d'accord avec vous. En fait, ce sont des innovations qu'on peut qualifier de paradoxales. Elles sont à l'origine de ressources ou de contraintes psychosociales en fonction des usages et en fonction des caractéristiques des situations de travail. Donc en fait, c'est vrai que dans la présentation qui a été faite aujourd'hui, j'ai essayé de veiller quand même à mettre en évidence un certain nombre de ressources psychosociales. Et ensuite, on a focalisé effectivement sur les contraintes psychosociales parce qu'on est quand même sur la question de la prévention des risques. Mais bien sûr qu'en termes de facilité de communication, et je crois l'avoir dit d'ailleurs, c'est quelque chose qui est mis en évidence par les professionnels pour pouvoir notamment répondre aux familles. Enfin, vous le soulignez, effectivement, nous on a également eu ces témoignages-là. Une famille appelle, pose une question, je ne suis pas le soignant qui a réalisé l'action, je peux avoir accès à l'information, mais ça nécessite que l'information soit là. Donc en fait, ce n'est pas tellement le logiciel en lui-même qui est vecteur de contrainte, c'est les conditions qui sont autour. Donc non, tout n'est pas acheté, loin de là. J'espère quand même que dans la présentation que j'ai faite, j'ai essayé de mettre en évidence aussi qu'il y avait des ressources qui pouvaient être apportées, mais que pour que ces usages puissent être pourvoyeurs de ressources, il faut donc penser à un certain nombre de caractéristiques des situations de travail qui soient en amont. Caractéristiques qu'on a vues à la fin, effectivement, dans la dernière diapo. J'aimerais terminer, non pas par une question, mais par un témoignage, un retour d'expérience de Vera Bustamante. Bonjour, je suis ergonome dans un CHU. Je constate que l'informatisation du dossier patient amène une tendance à réduire les temps de récupération physique au poste de bureau, donc assis, en faisant saisir les infos debout sur des chariots peu adaptés. Il me semble important de rappeler la nécessité d'alterner des périodes de travail assis dans l'ensemble d'une période de travail d'infirmière ou d'aide-soignante. Alors c'est tout à fait en lien effectivement avec nos résultats sur l'intensité. Les soignants qui tracent en différé ont tendance à le faire assis en salle commune et du coup l'évoquent comme une pause entre guillemets, c'est-à-dire une rupture en fait dans la cadence comme je le disais tout à l'heure, et puis une volonté de généraliser le plus possible une traçabilité en temps réel qui elle effectivement entraîne des usages debout. Cette personne parle de chariot mais parfois sans chariot, donc dans toutes les positions possibles et imaginables. Donc il y a également des conditions physiques et des contraintes physiques qui sont à prendre en compte et qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui. Merci beaucoup à Aude Cuny.